Alors effectivement, bonjour à tous. Effectivement, quand Jonathan l'année dernière m'a dit Sophie, il y a les entretiens de Garches l'année prochaine et on aimerait bien que tu parles des gangrènes de Fournier, je me suis dit mais quel cadeau empoisonné il me fait, c'est pas possible. Ça fait 4 ans que j'ai quitté l'hôpital de Garches, mais je suis toujours une Garchoise dans mon cœur. Et donc aujourd'hui, j'ai la mission de présenter les gangrènes de Fournier. Euh, la priorité, selon moi, c'est vraiment de définir la gangrène de Fournier parce qu'avant, quand j'étais externe, on me disait tout le temps que les crépitations sous-cutanées au niveau du périnée, c'était une gangrène de Fournier. Et finalement, j'ai relu un petit peu la littérature pour ce topo, pour être honnête avec vous, et je pense que tout ce qui crépite n'est pas forcément une gangrène de Fournier. Je vous explique tout ça. Déjà, on a la fierté de dire que cette maladie a été décrite par un Français à la fin du 19e siècle, pardon. En fait, il avait constaté qu'il y avait beaucoup d'infections au niveau du périnée chez certains soldats. Et en se posant de plus en plus la question, il s'est intéressé au mécanisme de cette infection et c'est de là que a été décrite la gangrène de Fournier. Donc, il s'agit d'une infection du plancher périnéal et en particulier d'une fasciite, donc une atteinte du fascia nécrosante génitale périnéale et périanale, qui résulte d'une infection polymicrobienne. Donc, c'est les termes qu'on n'a pas arrêté d'entendre ce matin et qu'on va encore entendre sur ma présentation. On essaye de différencier des formes nécrosantes des formes non nécrosantes et en fait, c'est l'atteinte en profondeur de la couche cutanée et sous-cutanée qui fait la différence entre les deux. L'atteinte non nécrosante, c'est ce qu'on appelle l'érysipèle ou la dermo-hypodermite. Et les formes nécrosantes, c'est dès lors qu'il y a une atteinte des fascias profonds. Et les formes particulières dont on va parler aujourd'hui, c'est la gangrène de Fournier avec, donc c'est une atteinte nécrosante des fascias du périnée. Et j'ai mis aussi la gangrène gazeuse pour différencier de la gangrène de Fournier parce que c'est une atteinte des muscles à Clostridium, donc ça peut atteindre autre chose que le périnée. L'épidémiologie, alors moi aussi j'ai été confrontée à cette grosse difficulté de trouver des chiffres ou essayer de faire parler les chiffres, surtout dans la population des blessés médulaires. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure de ma présentation, il va y avoir des chiffres un peu contradictoires en fonction de l'article que j'ai mis. Donc là, on sait que c'est une maladie rare, c'est vrai. Là, on nous parle de 100 cas par an dans le monde. Et on verra que dans certaines études, en particulier une étude tunisienne dont je suis très fière, forcément, on a beaucoup plus de cas sur 15 ans, mais on va y revenir. Là, il y a eu une étude, une revue de la littérature de 1950 à 1999, pardon, donc il y a une erreur, c'est sur 50 ans, où on a recensé 1726 cas à travers les publications. On sait que les hommes sont 10 fois plus atteints que les femmes et on se pose la question des sécrétions vaginales dans le drainage périnéal. L'étiologie est retrouvée dans 95% des cas. Excusez-moi, je précise, là on est sur la population générale, pas la population des blessés médulaires. Et les causes les plus fréquentes sont urogénitales en priorité, puis anorectales. Les cultures des plaies, comme on l'a dit, retrouvent toujours plusieurs germes en cause. La mortalité, elle peut aller jusqu'à 45% et particulièrement en cas de retard diagnostique. Et là, je vous disais tout à l'heure, les chiffres sont un peu différents d'une étude à l'autre. Il y a eu une revue de la littérature systématique sur 57 études différentes réalisées sur la gangrène de Fournier, recensant 3646 cas. Et ici, on estime plutôt une globalité beaucoup plus basse, enfin une mortalité beaucoup plus basse à 20%, ce qui reste quand même malgré tout très élevé. Alors, si on s'intéresse aux blessés médulaires maintenant, là c'est beaucoup plus compliqué, mais on va essayer de s'y intéresser. C'est une super méta-analyse tchèque de 2025 qui recense en fait les cas d'escarres chez les blessés médulaires et on note une prévalence des escarres dans la population des blessés médulaires à 32,4%, ce qui est énorme, ce qui veut dire qu'un patient blessé médulaire sur 3 a une escarre. Heureusement, ou pas, heureusement, les escarres du périnée, donc c'est une sous-partie des 32%, parce que les 32%, ça prend les escarres des membres, les escarres du périnée et autres. Seulement 1% des escarres vont se compliquer en gangrène de Fournier, donc effectivement, on reste sur une pathologie qui est très rare. Là, c'est une étude allemande de 2011 qui a recensé 16 gangrènes de Fournier. Parmi eux, 15 étaient paraplégiques et un seul tétraplégique. Et en fait, dans 80% des cas, c'était une cause secondaire à
un escarre. Donc on n'est plus sur l'origine urinaire ou l'origine anorectale comme dans la population en général. Alors, les micro-organismes, je passe mon tour. Je ne vais pas avoir la prétention de vous parler de ça, surtout après les super topos qu'on a eus ce matin. Par contre, si on essaye de schématiser un petit peu et d'essayer de comprendre pourquoi l'extension se fait aussi rapidement, en fait, on va essayer de comprendre ou de simplifier les choses en se disant qu'à la base, il y a une infection locale, qu'elle soit urinaire, périanale ou au niveau des escarres, il y a une infection locale. De là, il va y avoir une prolifération bactérienne. Cette prolifération bactérienne va entraîner une atteinte vasculaire, donc thrombose vasculaire. Qui dit thrombose vasculaire dit hypoxémie tissulaire, et de là, on est un peu dans l'effet boule de neige ou le serpent qui se mord la queue. Si on essaye de préciser un petit peu plus et de rentrer plus dans les mécanismes physiopathologiques, donc par exemple, les germes aérobies, eux, ils vont aggraver l'effet de thrombose et de nécrose tissulaire par une coagulation intravasculaire, par l'activation du complément et par l'agrégation plaquettaire que vont entraîner ces germes-là. Si on s'intéresse maintenant au mécanisme physiopathe des germes anaérobies, les germes anaérobies, on sait qu'ils sont producteurs d'enzymes, en particulier l'héparinase qui va détruire l'héparine, donc forcément l'effet de thrombose va être surajouté. De là, s'il y a thrombose, il y a ischémie tissulaire et il y a plusieurs phénomènes qui vont découler de l'ischémie tissulaire, en particulier une libération de radicaux libres, une altération des membranes cellulaires, une diminution de la production d'ATP. Donc tout ça pour dire qu'on va rejoindre encore plus l'effet de mort cellulaire. Les anaérobies, comme je vous l'avais dit, produisent d'autres types d'enzymes, et en particulier des collagénases ou hyaluronidases qui vont expliquer aussi cette destruction des fascias de manière très très rapide. On parle même d'une destruction de fascia de 2 à 3 cm par heure. C'est vous dire à quel point c'est vraiment une urgence d'aller déterger un petit peu tout ça. Les BGN, quant à eux, ils vont avoir une libération d'endotoxines, activation des macrophages et du complément, une libération de cytokines. C'est ce qui explique aussi un peu les réactions beaucoup plus systématisées, donc le syndrome de réponse inflammatoire systémique et le choc septique. Évidemment, cette dichotomie que je suis en train de faire, elle est très très schématique, hein. On sait que ça agit pas mal ensemble, mais c'est vraiment pour expliquer les rôles des uns et des autres. Alors j'ai essayé de faire un truc récapitulatif plus lisible. Je ne sais pas si vous considérez que c'est plus lisible ou pas, mais en gros c'est juste pour vous montrer l'intrication des différents systèmes, les différentes bactéries les unes par rapport aux autres, tout en gardant au centre l'effet de la thrombose vasculaire et de la nécrose tissulaire, et la synergie de prolifération des bactéries les unes par rapport aux autres, le fait que les bactéries aérobies vont consommer de l'oxygène va entraîner la prolifération des anaérobies et ainsi de suite. Donc je trouve que ce schéma, c'est moi qui l'ai fait, hein, donc excusez-moi, mais voilà, je trouve qu'il est assez parlant si vous arrivez à le lire. Alors, maintenant, la partie un peu plus délicate, mais que j'ai essayé de simplifier un petit peu, on est obligé de parler un peu anatomie pour mieux comprendre cette extension. Et en fait, j'ai décidé de prendre l'anatomie masculine puisqu'on est sur 80% d'atteinte chez l'homme. Petit rappel, il existe 5 fascias au niveau abdominopérinéal. Il y a le fascia abdominal, enfin de la partie abdominale antérieure, c'est le fascia de Camper. De là, donc c'est le fascia que j'ai essayé de rajouter en bleu parce qu'il figurait pas sur le schéma que j'ai piqué. Donc c'est celui-là. Un peu plus bas, toujours au niveau de la face antéro-interne de la paroi abdominale, on a le fascia de Scarpa. Les deux ensemble, une fois qu'ils rentrent dans le périnée, on est sur un fascia qui est toujours superficiel. C'est le fascia de Dartos qui va en fait englober la partie superficielle du périnée, que ce soit en antérieur au niveau de la verge, mais également au niveau du scrotum. Et in fine, le seul fascia profond de la région périnéale en arrière, c'est le fascia de Coll. Ensuite, il y a le fascia qui est beaucoup plus profond et qui entoure le corps caverneux et l'urètre, qui est le fascia de Buck. Pourquoi je vous explique tout ça? Désolée pour les images, bon appétit pour tout à l'heure. Je vous explique tout ça juste pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette extension où on n'est pas limité au niveau du périnée, mais qu'il y a une extension qui est très rapide également au niveau abdominal, puisque la conduite change. Et en fait, on voit bien ici que initialement, excusez-moi, sur les photos de gauche, on voit bien la teinte scrotale, mais en fait, quand on déshabille bien et qu'on examine bien le patient, on voit que la teinte, elle remonte au niveau abdominal. Même chose pour cette femme.
pour qui l'infection avait démarré au niveau du périnée. Et en fait, on voit bien que l'extension au niveau des fascias abdominaux, elle est quand même assez propagée. Ce ne sont pas des photos de Garchois. Alors, on va également parler très rapidement et de manière simplifiée d'anatomie. En gros, il y a 3 artères qui sont responsables de la vascularisation de la région périnéale, enfin qui nous intéressent puisque c'est les artères qui vascularisent les fascias. Il y a l'artère circonflexe superficielle et l'artère épigastrique inférieure qui, on le voit bien, toutes les deux passent au niveau du fascia de Camper. Ce qui a aussi une intrication par rapport au fait que, comme on l'expliquait tout à l'heure, dès lors qu'il y a une thrombose, ça explique que la thrombose, elle va aller de haut en bas ou de bas en haut d'ailleurs. Et ça a un intérêt surtout par rapport au fait que la 3e artère qui nous intéresse ici, c'est l'artère honteuse interne, qui elle va vasculariser la partie scrotale postérieure. Donc parfois on peut se retrouver avec des atteintes nécrotiques au niveau de la face antérieure et retrouver bizarrement ou pas un scrotum qui est sain à la face postérieure. C'est fini pour les rappels anatomiques. Là, on va passer aux choses un petit peu plus simples. Donc, j'ai retrouvé des facteurs favorisants un peu classiques, j'ai envie de dire, dans la population générale. Et le principal facteur, je ne m'attendais pas à retrouver le diabète, mais effectivement, c'était le diabète. Il est décrit par toutes les études qui se sont intéressées à la gangrène de Fournier et il est présent dans 60% des cas. Après, on a la malnutrition qui revient, les néoplasies, l'obésité morbide, les âges extrêmes, les problèmes vasculaires en général, le tabagisme que j'ai pas mis, mais je vais me tirer les oreilles plus tard. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avant, on disait que dans la population des blessés médulaires, il y avait un meilleur pronostic de survie pour les gangrènes de Fournier parce que c'était des patients jeunes et que les gangrènes de Fournier dans la population générale concernaient beaucoup plus les patients âgés. Sauf qu'avec l'évolution de la médecine et avec le développement médical et la prise en charge génialissime qu'on fait de plus en plus pour les patients blessés médulaires, eh ben, on assiste à un vieillissement de la population médulaire. Et c'est pour ça que j'ai ajouté ici le gros plus pour les facteurs de risque chez les blessés médulaires, puisqu'ils ont et les facteurs favorisant les gangrènes de Fournier de la population générale, avec en plus les singularités qu'on retrouve chez le blessé médulaire, et en particulier cette ischémie tissulaire chronique, les escarres, le portage de germes multirésistants, la dysautonomie et la dénutrition. J'ai fait un petit tableau comparatif justement pour essayer de différencier un peu les deux. L'origine urogénitale qui est retrouvée dans la population générale est plutôt l'origine cutanée des gangrènes de Fournier dans la population des blessés médulaires. Ce qui est important aussi, c'est que en périopératoire ou post-opératoire, la mobilité elle est conservée dans la population générale. Donc cette hypoxie tissulaire n'est pas auto-entretenue, alors que c'est pas le cas chez les patients blessés médulaires chez qui il y a une immobilisation prolongée. Le risque infectieux, alors, à prendre avec des pincettes, modéré dans la population générale, beaucoup plus grave dans la population des blessés médulaires étant donné les germes multirésistants et les facteurs aggravants qui sont classiques dans la population générale et les facteurs aggravants classiques plus singuliers pour la population des blessés médulaires. Donc en gros, si on résume, les gangrènes de Fournier chez le patient blessé médulaire, elles sont plus tardives, plus étendues et plus résistantes. Le tableau clinique, alors j'aurais aimé piquer la photo d'Emma avec la belle rougeur du périnée, j'en avais pas. Alors là pour le coup c'est des photos garchoises. Donc le tableau clinique dans la population générale est décrit comme un tableau qui est assez alarmant avec des douleurs énormes au niveau du périnée, un œdème scrotal, une rougeur, chaleur, œdème. Parfois on peut retrouver des écoulements. On a une grosse fièvre, un syndrome septique clinique très important, une altération de l'état général. Et ça contraste un petit peu avec les patients neurologiques où on retrouve des tableaux qui sont déjà de base un peu plus moches, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est déjà des patients qui ont des escarres. On a l'habitude de voir des périnées qui sont pas très beaux et du coup on n'arrive plus vraiment à faire la part entre une escarre pas belle, une escarre infectée ou réellement la gangrène de Fournier, d'autant plus que la douleur est inexistante, que parfois les signes systémiques on peut pas franchement se baser sur eux. Il y a pas toujours de fièvre, ça peut être une petite tachycardie ou au contraire une altération des constantes hémodynamiques. Alors la particularité, c'est que
il y a quand même des signes qui nous permettent d'aller chercher encore plus loin chez le patient paraplégique, ou en particulier le paraplégique haut. C'est l'hyperréactivité autonome, donc l'hyperréflexie autonome, et parfois l'augmentation de la spasticité, où on se dit il faut aller rechercher une épine irritative. Et parmi les réflexes qu'a le médecin de rééducation pour chercher les épines irritatives, c'est, à part la constipation, tout ça, c'est d'aller regarder un petit peu le périnée et voir ce qui se passe. Alors, pour les diagnostics différentiels, j'ai envie de dire, bon, dans la population générale, ça reste les infections ou les atteintes urogénitales comme l'orchiépididymite, torsion testiculaire. Après, pour les autres, enfin pour tout, c'est quand même assez délicat de poser le diagnostic différentiel puisqu'on ne sait pas la dermohypodermite, l'escar sale, l'escar infecté, la gangrène de Fournier. On a dit tout à l'heure que les crépitations n'étaient pas systématiques. Donc là, je vais un peu dire le contraire de ce qu'a dit Emma tout à l'heure, c'est-à-dire que là, pour le coup, les examens complémentaires, on en a vraiment besoin. La biologie ne doit pas retarder le diagnostic au même titre que l'imagerie, c'est sûr. On n'a pas besoin d'une confirmation biologique pour une gangrène de Fournier. Par contre, elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de voir le retentissement du sepsis, ça c'est important, et de stadifier la maladie de Fournier. Et là, je vais vous montrer un peu deux scores que j'ai découverts grâce à la présentation d'aujourd'hui, que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai fait 4 ans d'ESCAR, mais que je trouve très intéressant. Les hémocultures, bien sûr, doivent être systématiques. Alors, les imageries. Alors, l'imagerie, on la fait pas. Moi, je pense qu'il faut la faire. De plus en plus, on fait les échographies maintenant parce que ça fait partie du cursus des médecins d'être bon en échographie. Ça montre pas grand-chose. On va dire que ça a un intérêt surtout dans les diagnostics différentiels. La radio, pour moi, n'a aucun intérêt. J'ai juste mis parce que par hasard, j'en ai trouvé une qui était sympa avec des petites bulles d'air. Le scanner, ça reste l'examen clé de par son accessibilité. Ça permet aussi et surtout d'éliminer les autres causes potentielles de sepsis chez un patient. L'image qu'a montré tout à l'heure Emma, j'ai beaucoup aimé. En fait, cette escarre trochanterienne avec la rougeur, etc. Faire un scanner à ce moment-là, pour moi, c'est primordial déjà parce qu'on va pas agir de la même manière, surtout par rapport au chirurgien. C'est-à-dire que si on voit sur le scanner une ostéoarthrite de hanche, c'est pas la même chose que si on voit sur le scanner une collection un peu plus profonde ou une gangrène de Fournier, enfin avec des bulles d'air. Donc pour moi, le scanner, il faut absolument qu'il soit fait. J'émettrai un petit peu plus de réserve par rapport à l'IRM qui, elle, est malgré tout beaucoup plus performante, surtout pour visualiser l'extension au niveau des tissus mous, mais du fait de sa non-disponibilité tout de suite maintenant dans l'immédiat, je pense que l'examen clé, ça reste quand même le scanner. Alors là, je vous montre une photo d'un patient garchois. C'était un tétraplégique C6 qui, après un voyage au Portugal en voiture, est revenu 2-3 jours avec une sensation d'augmentation, recrudescence des spasmes. Il ne se sentait pas très en forme, il n'y avait pas de fièvre. Et en fin de compte, on voit que le périnée ici, il est, entre guillemets, si on oublie l'escar, il est beau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rougeur, pas d'œdème, tout ça. Et c'est à cause d'une fièvre à 38,2 que je me suis dit non, on va faire quand même le scanner. Et vous voyez que sur le scanner, en fait, c'est une gangrène de Fournier. Donc pour vous dire que dans cette population-là, on ne peut pas forcément attendre d'avoir tous les signes cliniques pour poser le diagnostic de gangrène de Fournier. Et là, l'imagerie a vraiment toute sa place. Très rapidement, je vais vous parler des scores de gravité. En fait, il y en a deux. Il y a le score de Elrinek qui est un score biologique pur. Donc, c'est sur 6 paramètres biologiques. Le score va de 0 à 13. Et en fait, il est de diagnostic précoce de fasciite nécrosante. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de faire la différence entre une simple entre guillemets, simple cellulite dermohypodermite ou une gangrène de Fournier. Donc voilà, vous avez les éléments. Il faut que je me dépêche un peu. Hélène me regarde. Là, c'est l'interprétation du score. S'il est inférieur à 6, il y a très peu de risques que ce soit une gangrène de Fournier. Supérieur à 8, c'est très probablement une gangrène de Fournier. Et là, on a le score de la gangrène de Fournier par excellence. Donc c'est le FGSI. Je le dirai pas en anglais parce que j'ai un accent qui est pourri. Mais en gros, c'est 3 paramètres cliniques et 6 paramètres paracliniques qui sont cotés de 0 à 4. C'est un score qui va de 0 à 36.
Et en fait, plusieurs études se sont intéressées à ce score-là pour savoir si c'était un score qui était spécifique, sensible de la gangrène de Fournier, et toutes les études s'accordent à dire que oui. En fait, il permet même d'étudier 3 paramètres importants, c'est la sévérité physiologique de la gangrène de Fournier. Plus le score est élevé, plus il y a une défaillance systémique et plus le pronostic vital est engagé. Il prédit également la mortalité, puisque quand le score est inférieur ou égal à 9, le pronostic de survie est très bon. Et dès lors qu'il est strictement supérieur à 9, ça bascule sur 75% minimum de mortalité et il oriente vers une prise en charge pour savoir si c'est un patient qui a besoin d'un débridement hyper urgent avec une prise en charge en réa ou si on peut, entre guillemets, refroidir et temporiser un petit peu. C'est la fameuse étude tunisienne dont je vous ai parlé, donc qui a repris le score de FGSI dans une population non, excusez-moi, oui, c'est dans un service de chirurgie, pardon, tunisien sur 8 ans. Ils ont repris tous les patients qui ont eu une gangrène de Fournier sur 8 ans et ils ont repassé, donc de manière rétrospective, le score de FGSI pour savoir s'il était spécifique et sensible. Et en fait, donc il y avait que 22 patients dont les dossiers étaient interprétable et ils ont constaté que dans le groupe des survivants, le score était à 3,7 contre 12,6 dans le score des patients qui sont décédés. Et en fait, ils ont retenu un seuil de 9, donc comme dans la littérature, pour se dire qu'au-delà de 9, la mortalité était quasi de 100%. Et en dessous de 9, le score de mortalité était inférieur à 6%. Donc effectivement, c'est un score qui est très parlant. Et les paramètres qui ont été retenus avec un score significatif, c'était l'hématocrite, le taux de bicarbonate et le sodium. Donc les facteurs pronostiques, c'est bon, on les a connus, reconnus. Le délai de débridement, il est très très important. Dès lors qu'il dépasse 12 heures, il y a des équipes qui disent 24 heures aussi, le taux de mortalité augmente. Donc le score de FGSI, l'âge supérieur à 60 ans, le diabète. Et donc, cette prise en charge de la maladie ou la gangrène de Fournier, c'est une prise en charge qui est médico-chirurgicale extrêmement urgente, puisqu'on a dit tout à l'heure que ça gagnait 2 à 3 cm par heure. Donc, effectivement, c'est très urgent. Alors là, pour le coup, je vais aller à l'encontre de tout ce qui a été dit entre hier et ce matin. Et l'antibiothérapie, pour moi, elle a une place primordiale. Aurélien, je te regarde de loin, mais... D'accord. Donc, il y a 2 temps dans la prise en charge des gangrènes de Fournier. Donc, la première partie, c'est pour le débridement extensif avec l'antibiothérapie et bien sûr la prise en charge réelle, la rééquilibration hydroélectrolytique. La seconde, c'est la partie de la reconstruction qui va être très bien traitée tout à l'heure par le docteur Aude-Chaussard. Je passe très vite sur l'antibiotique, très très vite. Je vais même pas en parler. Voilà, on passe. Le débridement, effectivement, le plus tôt possible. Il faut toujours se rappeler qu'au niveau d'une escarre, la partie visible, donc la nécrose, c'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'en dessous, on se retrouve face à des nécroses beaucoup plus profondes et beaucoup plus étendues. L'excision doit intéresser tout le tissu qui est dévitalisé, incluant la peau, bien évidemment. Les prélèvements profonds sont envoyés en bactériaux pour pouvoir adapter la prise en charge. Donc là, certaines images pour vous montrer que effectivement, ça peut être extrêmement délabrant, la chirurgie d'excision, mais que finalement, bon, on y arrive. Juste après la phase de débridement, il faut mettre en place les pansements adaptés et parfois on demande aux équipes de faire des pansements 2 fois par jour quand c'est des plaies qui sont très exsudatives. On doit mettre en place des compresses imbibées, mouillées, parfois on met des compresses grasses. Les plaies doivent être inspectées tous les jours et on a recours à des chirurgies de second ou third look pour justement reprendre s'il y a besoin ou si l'excision n'a pas été complète. Donc voilà, ça c'est la patiente que je vous ai montrée tout à l'heure. La première excision au bloc, là c'était la chirurgie de second look et on voit que c'est beaucoup plus propre. Et là c'était la 3e chirurgie juste pour vérifier que tout allait bien. Effectivement, il n'y a plus de nécrose ni rien. Donc elle a eu son petit lambeau et tout est rentré dans l'ordre. Les facteurs de prise en charge aussi très 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 importants, c'est la prise en charge des facteurs de risque et en particulier la renutrition. Donc, il faut qu'il y ait un régime hypercalorique, hyperprotidique. On parle de 30 à 35 kilocalories par kilo et par jour et minimum 1,5 kg par kilo et par jour de protéines. C'est passé à 2 maintenant. L'équilibration du diabète et la correction d'une anémie aussi en vue de la préparation de la chirurgie pour assurer les meilleures suites opératoires possibles.
Les deux autres chirurgies qui sont quand même nécessaires à discuter, c'est la dérivation des selles et des urines. Alors la dérivation des urines, c'est pas chirurgical, c'est plus un cathé suspubien parce que le patient il n'est pas apte à avoir une entérocytoplastie d'agrandissement. La colostomie de décharge est très importante pour éviter les souillures par les selles des plaies. Et la pression négative, on en a très rapidement parlé, je ne reviens pas dessus. L'oxygénothérapie hyperbare, on n'en a pas parlé. Les avis sont un peu contradictoires. On dit que ça peut être très intéressant si elle est réalisée dans les premières 48 heures, mais au vu de l'état du patient, je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement le pratiquer. Ça, c'est le caisson hyperbare de Garches. La reconstruction haute, je te laisse le faire tout à l'heure. Donc, j'insiste beaucoup, 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 beaucoup pour la prévention. Et ça, c'est un cas réel de patients artéritiques, blessés médulaires, bi-amputés, avec des escarres un peu partout. Et je me souviens que quand j'avais montré la photo à Aude Chaussard, elle m'a dit « Mais Sophie, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ?» Et donc, la prévention, c'est tout. Donc, il faut pouvoir identifier les patients à risque, protéger la peau, traiter les escarres, renutrir les patients qui sont dénutris, prendre en charge les anémies. Les infections, ils sont colonisés. On ne peut pas changer grand-chose pour le moment. Et les innovations, c'est vraiment pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans la prévention du risque d'escarre. Et donc là, j'ai mis une photo d'un coussin avec un système embarqué. Merci beaucoup. Merci Sophie pour ce sujet pas facile. On attend pour une ou deux questions le temps que Aude s'installe. J'ai une question pour le docteur Danglejean. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Je suis infectiologue aussi à Grenoble. Quand du coup il y a une escarre avec que vous allez faire un lambeau, vous faites des biopsies. Enfin, s'il y a une ostéite sur le scan ou un contact osseux, vous ne faites pas de biopsie osseuse, vous faites des biopsies osseuses que vous ne traitez pas? Quand on les prend en charge au bloc, donc le docteur Chasseur qui va nous en parler tout à l'heure, là, pendant quelques instants, elle fait une résection quasiment carcinologique de l'os, où elle résecte tous les tissus qui sont vraiment affectés, surtout osseux, avec l'os qui est un peu friable. Et l'os qu'elle considère comme sain, elle l'envoie en microbio, et c'est ces prélèvements-là qu'on va traiter. Donc on traite 5 jours une ostéite. Une ostéite couverte. Couverte, pardon.